Le matin où ma fille m'a dit que je menais un train de vie inapproprié pour une femme de mon âge, je me tenais dans ma propre cuisine, dans cette maison que j'avais fini de payer il y a 22 ans, tenant une tasse de café préparée avec des grains achetés de ma propre poche. Et elle a lâché ça sans sourciller, sur ce ton que les gens utilisent pour dire des choses qu'ils ont trop répétées, des certitudes si ancrées qu'ils n'entendent même plus leur propre cruauté. Je n'ai rien répondu, je me suis contenté de la regarder alors qu'elle m'observait comme on observe un problème que l'on n'a pas encore tout à fait résolu, mais avant de poursuivre. Je dois vous dire que je ne suis pas une femme qui baisse les bras facilement car j'ai élevé mes 2 enfants presque seule après le décès de mon mari quand j'avais 41 ans, travaillant pendant 31 ans comme infirmière hospitalière avec des gardes de 12 heures. Les jours fériés et les week-ends, ce genre de métier qui exige tout de vous et ne vous rend que le strict nécessaire pour continuer. J'ai économisé avec rigueur, j'ai vécu avec prudence, et quand j'ai pris ma retraite à 63 ans, j'ai décidé que j'allais enfin, vivre comme je l'avais mérité, ce qui signifiait un nouveau canapé, un bon matelas. Des dîners au restaurant le vendredi soir et un petit jardin à l'arrière que je soignais comme certains récitent des prières. Tout comme je m'autorisais à monter le chauffage en hiver sans culpabilité ou à m'offrir occasionnellement un week-end sur la côte bretonne parce que j'avais passé 3 décennies à rêver d'avoir enfin le temps de le faire. Rien de tout cela n'était extravagant, mais pour ma fille et son mari, c'était apparemment un problème, et je devrais préciser que ma fille, Céline, a 40 ans, que son mari, Nicolas, en a 43, qu'ils sont mariés depuis 11 ans et ont 3 enfants. Mes petits-enfants que j'aime sans condition, et qu'ils travaillent tous les deux, elle gérant un cabinet dentaire et lui étant cadre commercial, gagnant à eux 2 plus en un an que je ne l'ai fait durant la majeure partie de ma carrière. Ce n'est pas l'histoire de gens qui luttent pour joindre les 2 bouts, mais celle de gens qui ont décidé que l'argent des autres était plus facile à gérer que le leur, et tout a commencé doucement, comme c'est souvent le cas, car à la naissance du plus jeune. J'avais proposé de payer la crèche pendant les 6 premiers mois pour les soulager, puis 6 mois sont devenus 12, puis 3 ans, et quand je me suis rendu compte que les virements continuaient simplement parce que je les avais automatisés sans plus y penser. Le petit était déjà à l'école et je payais toujours des frais de garde qui avaient été remplacés par des activités périscolaires que je finançais aussi sans le savoir. C'est ainsi que cela fonctionnait, je proposais une aide ponctuelle avec une intention claire, et elle devenait silencieusement permanente, qu'il s'agisse d'une réparation de voiture, de vacances en famille parce qu'ils étaient un peu courts cette année-là, ou d'un nouveau réfrigérateur parce que le leur était tombé en panne, et ce juste pour cette fois est devenu le rythme de ma retraite. Je ne l'ai pas vu venir pendant longtemps parce que je ne voulais pas le voir, me persuadant qu'aider sa famille était un acte d'amour naturel quand on en avait les moyens, jusqu'à ce que ma voisine Martine me fasse tiquer un soir de printemps alors que nous discutions sur ma terrasse. Me demandant négligemment si je profitais bien de ma retraite, et j'ai réalisé en plein milieu de ma phrase que j'avais passé la moitié de la semaine au téléphone pour régler un litige de facturation de l'abonnement de sport de mon gendre que je payais. Et que j'avais annulé mon restaurant du vendredi car j'avais dû transférer de l'argent pour couvrir ce que Céline appelait une dépense imprévue, qui s'est avérée être des places de concert. Martine a juste penché la tête en demandant si c'était vraiment ce que j'avais prévu pour ce chapitre de ma vie, et cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil, alors la semaine suivante, j'ai sorti mes relevés bancaires, non pas par suspicion, mais parce que la question de Martine avait planté une graine que je ne pouvais plus ignorer. Assise à ma table de cuisine avec 3 mois de relevés et un bloc-notes, j'ai passé 4 heures à éplucher chaque virement automatique et chaque paiement récurrent pour découvrir avec stupeur une liste de 89 paiements distincts qui sortaient de mon compte chaque mois pour soutenir le foyer de ma fille, les abonnements de salle de sport pour tous les 2, le périscolaire, les frais du club de foot régional de l'aîné, l'équipement, les inscriptions au tournoi, les abonnements Netflix et Disney+, un service de livraison de panier repas. Les cotisations professionnelles de Nicolas, l'assurance de leur 2e voiture, le contrat d'entretien de leur chaudière, leur forfait mobile familial et même un garde-meuble qu'ils louaient depuis 4 ans pour stocker des choses qu'ils n'utilisaient jamais. Ces 89 paiements accumulés sur une décennie, un petit accord à la fois, représentaient désormais chaque mois plus que mon budget total d'électricité et de chauffage pour ma propre maison. Et je suis resté longtemps prostré devant ce chiffre en repensant à la fois où Céline avait soupiré quand j'avais évoqué l'idée d'un voyage sur la côte de Granit Rose en me demandant si j'avais vraiment besoin de dépenser cet argent maintenant. Comme si mon propre confort était sujet à sa validation ou une variable de négociation. Je me suis souvenu du Noël précédent quand Nicolas avait fait une remarque sur ma voiture, une berline de 4 ans bien entretenue, en disant avec un sourire moqueur que c'était beaucoup de véhicules pour quelqu'un qui ne faisait que le trajet entre le supermarché et la maison. Et ma fille avait ri, d'un rire qui sonnait étrangement vrai,
tout comme j'ai repensé à mon dernier anniversaire au restaurant où Céline m'avait suggéré sans préambule de vendre ma maison car c'était beaucoup d'espace pour une seule personne et que l'argent de l'entretien serait mieux utilisé pour aider la famille à bâtir quelque chose ensemble. J'avais 67 ans, j'étais à table pour mon anniversaire, et on m'expliquait que ma vie prenait trop de place, mais je n'ai pas réagi tout de suite car je voulais être certaine que ce n'était pas qu'une mauvaise passe ou les frictions normales d'une famille, alors j'ai observé. J'ai attendu, et j'ai appelé mon fils Thomas qui vit à Lyon, qui ne m'a jamais demandé un centime et qui appelle chaque dimanche sans faute. Quand je lui ai parlé des 89 paiements, il y a eu un long silence avant qu'il ne dise doucement que ce n'était pas de l'amour mais un système, et j'ai décidé de confronter Céline directement pour lui donner une chance de comprendre et de reconnaître les faits. Car je l'aime depuis son premier souffle, alors je l'ai invitée un samedi pour le café. Elle est arrivée avec 20 minutes de retard, les yeux rivés sur son téléphone, et quand je lui ai exposé la situation et le montant total de mon soutien à son foyer. Elle m'a regardé et a lâché que c'était injuste pour eux car ils comptaient sur cet argent et que je ne pouvais pas leur retirer le tapis sous les pieds ainsi, sans un mot d'excuse ou de gratitude. Et quand j'ai demandé ce qu'ils faisaient de leurs propres revenus si je couvrais autant de leurs frais, elle s'est braquée en disant que c'était d'ordre privé avant de partir furieuse. Le lendemain, Nicolas m'a appelé, mielleux comme quelqu'un qui cherche à vous manipuler, expliquant que j'avais blessé Céline et que, puisque la famille dépendait de mes contributions, il était blessant que je présente cela comme un problème. Allant jusqu'à insinuer que je devrais réfléchir au genre de relation que je voulais garder avec mes petits-enfants, et c'est là que j'ai compris à qui j'avais affaire. Durant les 2 semaines qui ont suivi, je n'ai reçu qu'un SMS de Céline demandant si je m'étais calmé et un email de Nicolas listant les paiements qu'il jugeait essentiels au bien-être des enfants, mais personne ne s'est déplacé, sauf ma petite fille Chloé, 17 ans, calme et observatrice, qui est passée me voir après le lycée et m'a trouvé dans le jardin pour me demander si j'allais bien car elle voyait bien que quelque chose me tracassait. Je lui ai dit que je traversais une période de réflexion, elle est restée 2 heures à m'aider à planter mes bulbes d'automne, et en partant, elle m'a serré fort dans ses bras en me disant que quelle que soit ma décision, elle me trouvait être la personne la plus intelligente qu'elle connaisse. Me montrant qu'elle me faisait confiance même sans savoir. Un dimanche soir d'octobre, je me suis installé devant mon ordinateur, j'ai ouvert mon portail bancaire avec ma liste organisée et, après avoir prié et réfléchi dans le silence de mon jardin, j'ai agi par clarté et non par rancœur, annulant la plupart des 89 paiements. Tout en étant assez prudente pour laisser les frais périscolaires et l'inscription au foot jusqu'à la fin du semestre pour ne pas pénaliser directement les enfants qui n'y étaient pour rien. Mais pour le reste, les abonnements de sport, le streaming, les box repas, le garde-meuble, les téléphones, l'assurance auto et les cotisations de Nicolas, tout a été coupé ce soir-là, et quand j'ai refermé l'ordinateur, j'ai ressenti la sensation de poser un poids que j'avais porté si longtemps que j'avais fini par croire qu'il faisait partie de mon corps. Les appels ont commencé 3 jours plus tard, Nicolas d'abord, qui n'était plus poli du tout, hurlant que cela allait créer de graves problèmes financiers et me traitant de cruel, ce à quoi j'ai répondu que j'avais essayé de discuter et qu'on m'avait dit que leurs finances étaient privées. Puis Céline a appelé en pleurs, m'accusant de la punir et de détruire la famille, mais je lui ai rappelé que si notre famille reposait uniquement sur mon compte bancaire, c'était une information qu'il valait mieux connaître. Elle m'a dit que j'avais changé, que je n'étais plus la femme généreuse qu'elle connaissait, et je lui ai répondu que j'avais toujours été cette personne mais qu'elle n'avait juste jamais eu besoin de me regarder vraiment jusqu'à présent. Ils sont venus à la maison le week-end suivant pour me dire tout le mal qu'ils pensaient de mon égoïsme, m'expliquant que je ne comprenais pas ce qu'il en coûtait d'élever des enfants aujourd'hui, et quand Nicolas a affirmé qu'une bonne mère devait soutenir sa famille. J'ai rétorqué qu'une fille adulte et responsable ne devrait pas exiger de sa mère de 67 ans qu'elle paie son abonnement de fitness. Il y a eu un long silence, Céline m'a regardé avec un soupçon de reconnaissance dans les yeux, et je lui ai dit que mon amour pour elle n'était pas dans les chèques mais dans chaque moment de sa vie où j'avais été présente. Mais que j'avais désormais droit à mon propre confort sans avoir à m'excuser ou à me faire toute petite pour qu'il puisse s'étaler. Ils sont partis sans résolution mais différemment, et dans les semaines qui ont suivi, j'ai enfin fait ce voyage en Bretagne, seul face à l'océan, marchant sur la plage au petit matin dans cette lumière rasante et froide qui lave l'esprit. Dînant face à la mer et dormant d'un sommeil profond que je n'avais plus connu depuis des années. Ma petite fille Chloé m'envoie des photos de ses projets scolaires et m'a interviewé sur la résilience, Thomas m'appelle toujours pour prendre des nouvelles de mes balades, et bien que Céline et moi soyons dans une phase fragile et silencieuse. Elle commence à me poser des questions sur mes projets et mon bonheur, testant prudemment le terrain comme on marche sur de la glace fine. J'ai aussi revu ma planification successorale avec mon conseiller financier. Chloé aura ses études payées par un fonds que j'ai créé à son seul nom,
car j'ai décidé de choisir ce que je laisse et acquis en toute clarté. Ce que je veux vous dire, si vous vous reconnaissez dans mon histoire, c'est que la générosité est un don que l'on choisit librement depuis un lieu d'abondance, mais dès que cela devient une exigence ou une attente silencieuse, ce n'est plus de l'amour. C'est une infrastructure sur laquelle les autres s'assoient. Vous n'êtes pas une ressource inépuisable, vous n'avez pas signé de contrat pour être le banquier de la vie des autres, vous êtes une personne avec des besoins, une dignité et une vie qui comptent, et ce n'est pas à 67 ans qu'on commence à mériter le respect, on l'a déjà acquis. Vendredi dernier, je me tenais dans ma cuisine avec mon café, regardant mes bulbes dormir en attendant le printemps, la maison était calme, le chauffage fonctionnait exactement comme je le voulais, et j'avais une réservation dans mon restaurant préféré où l'on connaît mon nom. Et j'ai repensé à tout ce que j'avais failli oublier sur moi-même et sur ce que j'avais bâti, avant de finir tranquillement ma tasse et de commencer ma journée.